mon cas, j'ai des difficultés à parler vite. Oui. Ouais. Et l'hémiplégie, ton hémiplégie, c'est quoi? À la suite de mon accident, tout le côté droit était paralysé. La jambe droite était... durant 2 mois, j'étais en fauteuil roulant. Je m'appelle Michel Prade. Mes amis m'appellent Pradou. J'aime bien qu'on m'appelle Pradou. Il y a quelques années, j'étais rocker agricole. On m'a boulonné de travers sur une vis écrasée. C'est pour ça qu'on peut pas me visser jusqu'au bout. J'ai le silence en moi, en soi pour loi. J'ai le silence en moi, en soi pour loi. Alors Michel, on va où maintenant? Au Baligour. C'est quoi le Baligour? C'est l'ancienne ferme où je élevais des moutons et des poulets. Alors pourquoi tout à l'heure tu disais que tu étais gros cœur agricole? Pour ça, je suis ancien agriculteur. Oui, mais pourquoi rocker agricole? Rocker? J'avais fait un groupe. De rock'n'roll? Oui, Qui s'appelait comment? Gendarmerie nationale. J'ai le silence en moi, en soi pour loi. Je suis poète en nuit, en soi pour toi. Il va pas prendre en même temps, non? Bonjour. On est arrivé en retard. Oui. Béatrice, quel effet ça vous fait d'avoir près de vous à Libourg? Bah, c'est toujours le même effet, aussi heureuse et aussi contente. Quel effet ça me fait, évidemment. Qu'est-ce qui représente Pradou pour vous? Pradou, c'est le départ de tout ce qui s'est passé à Libourg. Qu'est-ce qu'il a fait à Libourg? Ben, il est venu me trouver un jour avec le bureau du régisseur et puis il m'a parlé fermage. Et puis bon, moi je disais pas non, mais ça n'a peut-être pas été très bien reçu de l'autre côté, mais moi je l'ai écouté et puis bon, oui, il a fallu une longue réflexion parce que je crois que c'est quoi? Quelle année? 78? C'est au mois de juillet qu'il s'est installé au Baligour. Dans une maison complètement démantibulée, où les vaches avaient passé par la fenêtre. Elle était montée l'escalier, elle avait passé par la fenêtre. Il s'est installé avec Mimi au mois de juillet, comme locataire. Et pour vous, l'accident, qu'est-ce que ça représente, l'accident de Michel? Alors, le jour de l'accident, ça a été l'horreur. Je tournais à gauche et une
voiture m'a laissé et arrêté. Et l'autre voiture l'a doublé et est venue percuter mon tracteur sur le côté gauche. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? 4 tonneaux, mon tracteur a fait 4 tonneaux et le 3e tonneau, j'ai été éjecté et le tracteur a fini sur un arbre qu'il a fallu couper. On va où, Pradou, là, maintenant? Au CHU de Limoges. On va voir qui? Le professeur Dudonian. Comment tu l'appelles? Je l'appelle Troufignon. Et il sait qu'on l'appelle Troufignon? Non. Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce monsieur? Il m'a rééduqué. Michel, votre main, je trouve qu'elle est rétractée. Ouais. Ça fait de nombreuses années probablement que vous n'avez pas eu de soins de kinésithérapie. 1 an et demi. Oui, parce que même, voyez-vous, si la commande ne revient pas, il faut que la souplesse soit entretenue pour éviter que les doigts soient repliés en crochet, que vous ayez une main qui soit belle. Et là, vous voyez, j'essaie de réduire cette flexion forcée des doigts et je n'y arrive pas, je ne veux pas trop forcer. Non. Et je n'y arrive pas parce que les tendons de la flexion sont en partie rétractés. Il est possible qu'en le mobilisant selon certaines méthodes, à partir de l'épaule et très lentement en allant de l'épaule vers la main, il est possible que l'on voit cette main s'ouvrir et se relâcher. C'est pas impossible puisque, vous voyez, j'y arrive finalement en mobilisant à l'extrémité, j'y arrive. Il est possible que ce soit simplement un problème d'hypertonie. Et ça semble être le cas finalement. Oui. Parce que petit à petit... Oui. Alors, la deuxième possibilité, c'était qu'il s'agisse de rétraction réelle de ces tendons fléchisseurs. Et vous voyez, dès que je relâche un petit peu la prise, mais peut-être finalement que l'élément d'hypertonie prédomine, et ce qui est de bon pronostic. Alors, ce qui veut dire que c'est encore réversible et que moyennant la reprise d'une rééducation, vous avez droit légalement à 1 séance par semaine, qu'on arrive à vous redonner une bonne souplesse et puis une belle esthétique à votre main. Enfin, une esthétique. Hein? Michel, d'emblée, pour vous, ça évoque quoi? Le traumatisé crânien qui est plein de courage, qui est obstiné, qui veut guérir, qui a une volonté de guérir, de s'en sortir vraiment exceptionnelle. Et d'ailleurs, lorsqu'il était en rééducation ici dans le service, il allait toujours de l'avant, il allait toujours trop vite. Parce qu'il fallait le retenir un petit peu. Et puis au tout début, il fallait le canaliser parce que quelquefois les efforts étaient initialement un peu désordonnés. Mais alors, ce courage, ce dynamisme, ce désir de s'en sortir, c'était vraiment sa grande caractéristique. Et bon, il en résultait qu'il n'écoutait pas trop les médecins, et ni son kinésithérapeute, mais au fond, il n'avait peut-être pas si tort que ça, parfois. Mais je crois qu'il était un peu facétieux, il me semble. Je crois. Aussi. Il y avait ce côté un petit peu...
Oh, facétieux est mieux que ludique, effectivement, vous avez raison. Ah oui, c'est un malade sympa, mais il était en bien mauvais état. Mais il paraît qu'il faisait plein de bêtises. Ah, un petit peu, oui. Mais il se rendait pas compte. Oh non. Il le faisait exprès? Ouais. Ah bon? Ouais. C'est sympa. Ta la la la. On est où là? Dans mon ancienne chambre. Et ça te fait quoi d'être là? Ça me fait du bien. Et pourquoi? Je retrouve l'ambiance. Ouais, mais c'est quand même pas terrible d'être dans un hôpital. Ah non. À l'hôpital Rebré, Jean Robérol, ça me fait plaisir de constater que rien n'a changé. Michel, la ferme en bas, c'était ta ferme. C'était ma ferme. Ouais. Comment tu l'as aménagée par rapport à ce qu'on voit maintenant? Durant un an, avec Mimi, j'ai retiré la maison. Et ce qu'on voit là, donc à gauche avec les toits rouges, c'est quoi? À gauche, c'était la bergerie. Au milieu, La maison, là où tu habitais avec Mimi. ouais, Et à droite? une autre bergerie. D'accord. Et les moutons, ton troupeau, c'est ce qu'on voit là-haut? Eh oui. D'accord. J'avais fait un groupe. Le rock'n'roll? Oui, Qui s'appelait comment? gendarmerie nationale. Et pourquoi gendarmerie nationale? À 6 heures du matin, les policiers, les flics sont venus chez moi pour faire une perquisition, Oui. pensant que je cultivais 1 ou 2 hectares de cannabis. Et c'était pas vrai? C'est dû à la rumeur publique et l'inquiétude de certains notables. Bah, disons que le groupe, il s'est monté grâce à lui, Mhm. parce qu'il avait des choses à dire et puis il avait envie de les crier et de les chanter plutôt que de les écrire, comme il avait toujours fait. Donc c'est une rencontre, quoi. Moi, j'étais pas bassiste du tout. Je jouais de la guitare plus ou moins bien. Et puis il a fallu que je m'y mette, quoi, parce qu'il n'y avait pas de bassiste. Ouais. Il m'a dit, Kiki, Oui, c'est toi la bassiste. On a trouvé une vieille basse et puis voilà, quoi. Et puis les autres ont suivi. Il y en avait un qui apprenait la batterie depuis 2 mois. Bah, c'est bon, on a fait un concert 2 mois après. Voilà, il n'y avait pas un musicien qui était capable d'assurer vraiment, mais il a fallu le faire, quoi. Est-ce que c'était un bon agriculteur? Alors, je ne sais pas si j'ai les compétences pour juger, Ouais. mais en comparant, disons que quand on allait dans sa ferme, c'était différent de chez les autres, quoi. Par C'était un exemple. peu original. Ouais, quoi par exemple? Bah, il trouvait toujours des choses à faire un peu en dehors de... Enfin, pas communes, quoi. Bon, genre tondre un mouton en punk ou des choses comme ça, quoi, qu'on voyait pas dans les fermes alentours. Salut Michel, qu'est-ce que tu veux? Voir Chapouine.
Eh ben c'est bon, on va aller la voir. C'est elle. C'est qui Chafouine, Michel? C'est mon ancien chien Qui faisait quoi? qui gardait les moutons. Ouais, elle te reconnaît quand même. Peut-être. Chafouine. Ah. Pichu, viens au pied. Pichu, viens au pied. Viens au pied. Je l'appelais la chafouine. Hula. Ah oui. Comment tu l'appelais? Fidji, viens au pied. Allez, allez, allez. Allez. Pour Woodmark. Oui. Tu veux la fasse repartir? Non. Non. Bon, alors, Michel, on va voir Jean-Pierre Lissandre. Qui est Jean-Pierre Lissandre? Je l'aime. Oui, d'accord, mais à part ça, c'est Il m'a fait découvrir, non, redécouvrir le sens de ma vie. qui? Mais comment, c'est quoi son métier? Orthophoniste. Et comment il a fait, comment il a pratiqué ça? C'est à cause de la mélodie-thérapie. Il y avait quand même, comme on dit, une aphasie pratiquement globale au début, c'est-à-dire que tu comprenais pas grand-chose. Mais la compréhension s'est quand même améliorée rapidement. Et puis surtout, bon, il disait rien. Mais bon, il a vu le regard, le sourire malicieux, il y avait toutes ces choses-là. On a fait sortir les premiers sons, les premières paroles, et puis dès qu'on s'est aperçu qu'il y avait des automatismes, moi je savais pas qu'il chantait auparavant à ce moment-là. Je voyais Mimi de temps en temps, assez souvent d'ailleurs, elle était très présente, mais on n'en avait peut-être pas trop parlé. Alors il me faisait des dessins, il écrivait des lettres de 8 cm de haut. Tu te souviens de ça? De grandes lettres. Bon, c'était aussi gros que ça. Donc il s'exprimait comme ça, mais les mots étaient déformés, on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire par l'écrit. Et puis on s'est lancé donc dans la mélodie-thérapie, c'est-à-dire en s'aidant de la mélodie de la parole, exagérée, en l'exagérant pour faire sortir en automatisme les paroles. Et comment tu écris maintenant, Michel Prade, en t'appliquant? C'est mieux que moi, hein. Eh oui. Ouais, puis
À bientôt. À la prochaine fois. À Paris peut-être. Salut, comment ça va? Ça va bien. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je viens voir Lysandre. Bonjour. Bonjour. À bientôt. Oui. Allez, bonsoir. Au revoir. C'était, je crois, par un beau clair de lune. Je transportais mon angoisse sur la dune. Alors Michel, là on quitte Ligour, on est sur la route et on va au puits. Pourquoi on va au puits? Pour voir mes parents. T'as habité longtemps au puits? Durant 18 ans. C'est beaucoup? Je suis né au puits. Je me suis reposé sur un rocher brûlant et j'ai vu scintiller une bague d'argent. Je me suis reposé sur un rocher brûlant et j'ai vu scintiller une bague d'argent. Comment avez-vous appris l'accident de Michel? Eh bien, par téléphone. On était chez des amis. Et la personne nous a téléphoné, elle a dit bon, il est arrivé, Michel a eu un accident. Et il faudrait que vous téléphoniez à Michel, donc à Michel Cires. Mimi. À Mimi. Et on a téléphoné donc à Mimi. Et Mimi nous a dit... Non, on n'a pas eu Mimi, je crois. Non, on avait donné le numéro de l'hôpital. C'est ça, c'est ça. Parce qu'on a eu Michel Cires, ce sera certainement, Mimi sera certainement à l'hôpital auprès de lui. Alors on a demandé si c'était grave, on nous a dit non, il est hospitalisé, non, il faut quand même pas trop vous inquiéter. Et puis on a eu au téléphone, à l'hôpital, un docteur d'ailleurs qui connaissait Michel, je crois, qui avait fait qui faisait de la radio là, sur FR3 Limoges à l'époque. Et qui nous a dit oui, il est arrivé un accident très grave, mais enfin, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de le tirer de là. Et donc nous, on est parti immédiatement en taxi. Sur Limoges, oui, bien sûr, parce que moi, j'ai pas voulu prendre ma voiture, j'étais pas tellement quand même... C'était la nuit, hein, on a dû partir, c'était 9h du soir. Combien de routes? Kilométrage. Le trajet. 300... Dieu sait si je l'ai fait souvent, 332, 333 kilomètres. Et le voyage... le voyage était... Est-ce que ça dur, barjotait beaucoup dans votre tête? Oui, on ne s'est pas parlé, quoi. On n'a pas dit un mot. On se tenait la main, quoi, c'est tout. Et quand on est arrivé, donc, à l'hôpital, au CHU de Limoges, bon, on s'est fait connaître, ils nous ont conduits à la réanimation. À la réanimation, il y avait deux personnes, une à droite qui était
qui avait le visage tout couvert, quoi, tout des bandelettes, quoi. Et j'ai dit bon, c'est pas lui. Puis il y en avait un autre côté là. Alors je suis allé à côté là. Et puis il y a une infirmière qui m'a dit qui vous cherchez? Et j'ai dit Michel Prade. J'ai dit mon fils, Michel Prade. Elle m'a dit mais c'est celui-là. Alors c'était celui qui était en bandelette, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? On a essayé de parler, de lui dire Michel, mais enfin, on ne voyait absolument rien, il était tout. Ouais. Et puis, on est rentré au Baligour, on a été à la ferme. Ouais, je crois qu'on est descendu à la ferme. Oui. On est descendu à la ferme. Et puis, on a attendu le lendemain, les jours suivants, puisqu'il est resté dans le coma très longtemps. La première fois que vous l'avez vu après sa sortie de coma, quelle a été votre réaction, Madame Prade? Non, on ne peut pas dire. Quand il est ressorti du coma, c'est quand on lui a mis cette valve. Oui. Et alors là, quand je suis rentrée dans la chambre et j'ai vu son sourire, et j'ai vu que vraiment, là, il me reconnaissait et que c'était Michel. On a dit enfin. Oui, parce qu'avant, on lui tenait la main, on lui disait, si tu nous comprends, serre-nous la main, il nous serrait la main. Mais enfin, c'était tellement vague. Tandis que là, quand il a eu cette valve-là, qu'on lui a mis cette valve, alors là, je l'ai vu se retourner. Oh là là, j'ai dit, c'est Michel. Pourquoi après l'Igour, après ton accident, bon, c'est passé quelques mois pour ton hospitalisation, pourquoi aller à Paris? Pour découvrir Paris et découvrir une autre façon de vivre. J'écris en ce moment un roman sur ma vie après, à partir de mes poèmes, mes chansons et les lettres d'amour que j'envoyais à ma dulcinée Mimi. Combien de lettres? Oh. Tous les jours, je lui écrivais une lettre. Ça fait 20 ans que je la connais. Ouais. Alors je vais peut-être te poser une question grave là, mais en admettant par exemple que Mimi ne vive pas avec toi,
ne retourne pas avec toi après ton accident, qu'est-ce que tu aurais fait? Ah oui. Ouais. Et Ah ouais. est-ce que tu vas bien dans ton corps? Ah, parfaitement. Je ne suis pas manant. Si personne ne me donne, j'irai chercher aussi loin que le peuvent mes mains. Dans le bord de ta vie, tout n'est pas pourri. Dans l'odeur de tes doigts, je suis venu pour ça. J'ai fait le pari de faire mon compact disque en étant aphasique. Avec l'aide de mon chéri, on a réussi. Est-ce que c'est pas trop dur de faire un disque avec Prado? Ça suppose un exercice particulier puisque il a des émotions qu'on ne peut pas traduire non plus de manière aussi évidente que si c'était quelqu'un, j'allais dire, qui a la capacité et les possibilités, j'allais dire, de chanter et de dire son message. Ouais. Et on a eu recours souvent à des techniques toutes neuves, tout à fait modernes, qui font appel en fait à l'échantillonnage, au sampling, et qui ont permis justement de raccorder, essayer de faire de telle sorte qu'on puisse traduire au mieux les émotions de Michel. Oui, donc quand on connaît Michel, à la limite, on ne le reconnaît pas dans ce disque. Moi je crois que si, en tout cas ça n'a pas été l'idée de ses proches qui ont pu l'écouter. Ça a été simplement peut-être frappant dans la mesure où justement il était en mesure de pouvoir dire un texte de manière linéaire, construite, avec de l'émotion, avec de la sensibilité, alors que dans un cas normal, disons, et dans une traduction d'un texte ou d'un message quelconque, il n'a pas la possibilité, disons, de le faire avec autant de facilité. Mais c'est vrai que je crois que le caractère, disons, un peu particulier de son CD, c'est que ça aurait été finalement de transcrire quelque chose que normalement il a dans la tête, mais qu'il ne peut pas dire en fait virtuellement par la voix et par la parole. Tu dis je suis, tu as l'impasse, ok? Ouais. Tu recommences ensuite sur Prad et tu n'as rien d'autre à réfléchir Ouais. que de le répéter 4 fois. Et c'est ça que tu dois retenir. Oui. Oui. Prad, 4 fois. Écoute-moi. Et c'est pas un mouton, hein? Prad, 4 fois. Non mais attends, on va jamais y arriver, Michel. Prad, 4 fois. Bon, allez, tu te démerdes. Quand l'hiver fut venu, je suis parti la chercher, mais elle était tombée, amoureuse d'un bouquet de genêts. Son corps couvert de neige m'a montré les sapins, le ciel et les sentiers. Le ciel et les sentiers. En partant, je lui ai demandé de ne pas m'embrasser. En partant, je lui ai demandé de ne pas m'embrasser. En partant, je lui ai demandé de ne pas Bonjour. Comment ça va? Bien. Je vous apporte mon sac. Sac, merci.
Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous le connaissez, Michel? Bien sûr, c'est mon ami, c'est une ancienne amie. C'est une ancienne amie et c'est une client fidèle. Oui. Et pour vous... C'est un musicien. Je connais, il m'a donné quelques cassettes. Oui. Il vous les a données ou il vous les a vendues? Non, il m'a donné. Il m'a offert. Ouais. Et pour vous, qui c'est Michel? C'est un homme gentil. C'est un homme très musicien célèbre. Et puis... Pour vous, il est handicapé, il est idiot, il est naïf? Pas du tout. Pas handicapé. Oui. Oui. Le blues est venu chez moi. Il est entré par la porte. Michel a une personnalité quand même très forte, et certainement antérieurement à sa maladie, c'est un homme qui rêvait d'être une vedette, il a un sens très médiatique et naturellement il rêvait d'être un chanteur, et un chanteur important, un chanteur de rock important. Et puis naturellement les choses ne sont plus possibles. Et autant c'était bien sur un plan thérapeutique de le faire chanter pour obtenir des progrès, donc de le mettre dans une situation de chanteur pour progresser et pour le dynamiser dans sa récupération. Mais autant ça devait s'arrêter à un certain moment, et c'est ce qu'il n'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que justement le succès, un certain succès lui montait à la tête, et aussi certaines rencontres ont été trop vives, et on lui a fait croire que finalement il pourrait refaire du chant. C'est vrai qu'il a une mentalité d'artiste, donc une sensibilité d'artiste. Mais aussi il a un handicap, c'est l'aphasie. Et les troubles ne sont pas seulement, je dirais, articulatoires, ne sont pas seulement dans la fabrication des mots. Les troubles sont aussi dans, je dirais, dans son humeur, une humeur qui est plus émoussée à l'heure actuelle. Je trouve que sa sensibilité est plus développée. Donc, si finalement il est déçu, les grosses déceptions pour lui sont dures à digérer. Ces déceptions sont dures à digérer. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Le problème, c'est qu'il a besoin d'être surveillé, il a besoin d'être encadré, il a besoin qu'on lui donne, qu'on lui dise la vérité et qu'on l'aide et qu'on l'incite dans certaines voies. D'accord. Et est-ce que ses proches, et je pense à une personne vraiment très proche qui vit avec lui, peut l'aider dans ce sens-là? Énormément. Et en plus, vous devez penser simplement à sa compagne, Michel, qui est une femme qui a un recul sur cet handicap et qui, je dirais, se comporte admirablement bien avec lui et qui est tout à fait consciente de tout, absolument tout à fait consciente de tout. Et je pense que c'est elle qui tient la clé un petit peu du problème, mais c'est lourd, c'est pour ça qu'il ne faut pas lui donner toutes les responsabilités. Il ne faut pas se décharger en disant « Michel est très bien, nous on peut se reposer ». Je pense que chacun doit être conscient de ce qu'il dit. Chacun doit être conscient de ne pas entraîner Pratt dans ses travers, de ne pas trop flatter son narcissisme. Voilà. Ah ouais, des gens, ouais. On est prêt? Prêt. Je suis une vraie mère pour ça. Hein?
Quel souvenir gardes-tu du tournage du Vampire? L'équipe était bien. Et le tournage en lui-même? Ça m'a fait découvrir le travail du cinéma et j'ai encore perdu de mon égocentrisme. C'est-à-dire? Je étais qu'un acteur. Et le rôle du vampire te plaisait? Ah oui. Ah oui, oui. Et c'est d'après une de mes chansons. Le vampire, il représente quoi pour toi? Je suis Gémeaux. Un jour, je suis bien, et un jour, je suis infect. Et là, en ce moment, t'es comment? Entre les deux. Entre toi et moi se glissent des petits frissons, des tremblements discrets de nervosité, des choses incontrôlables, des tritons, des serpents, des mues de grenouilles, des entonnoirs, des verres fumés de loufoquerie, des pistils, des roses émaillées, des rêveurs indiscrets, des lunettes d'appoint, des salaires fixes, des claviers de piano, des remises ou hangars, des prunelles, des globes translucides, des ruades de chevaux, des capots d'astres, des tueurs, des bandes de voyous, des siècles, des vagues, des eaux douces, des sourcils, des toitures en tôle, des cages à lapins, des questions, des bordels, des clés en argent, des paniers à provisions, des dentelles, des sourires, des orgasmes entre toi et moi. Si je suis indiscret, pardonne-moi. C'est un poème de toi, Mimi? Non. De qui? Poème de Michel. Tu l'appelles Michel? Des fois, oui. Et tu l'appelles Pradou quand on parle de lui? Je sais pas. Je sais pas quand je l'appelle Michel, je sais pas quand je l'appelle Pradou. Ouais. Je crois que tu cites Pradou quand c'est un copain qui a parlé de lui ou des choses comme ça, il me semble. Ouais. Puis Pradou, bon... Pradou, c'est Ligour, hein. C'est là-bas qu'on l'a appelé Pradou. Ouais. Pourquoi tu as choisi ce poème? Parce qu'il y a plein de choses, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup à Michel. Il y a plein de choses dans tous les sens. Il est un peu baroque, il est un peu... C'est un poème qu'il écrit il y a longtemps? Je crois, oui. Je sais pas, peut-être 10 ans, moyenne. Et c'est encore lui, ça? Oui. Une espèce de profusion, quoi. Et à la fin, bon, il s'excuse un peu, quoi. Et je trouve que c'est Michel, quoi. Michel. Oui. J'arrive. On va être en retard. On va être en retard. Dépêche-toi, on va être en retard. Ah, putain. Je marche dans la fortune. Je me démène sur le bitume. Pris dans les classes de l'âge. Autant des gelées d'hiver.
Ce qui m'a toujours épaté chez Michel, c'est son... J'ai toujours pensé que c'était un homme libre. Et ça m'a toujours épaté. J'en ai rarement rencontré des gens comme ça. Il est libre, Michel. Les limites, c'est quelque chose qui ne gêne pas forcément. Ou s'il y en a, bon, il essaie de s'en... Il les pousse ou il est... Ah oui, c'est rare. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi libre, quoi. Il s'embarrasse de pas grand-chose, Michel. Il a toujours été comme ça. Ça, et puis son côté joyeux, quoi. C'est Michel, je l'ai pratiquement jamais vu vraiment triste. Puis sa générosité. Est-ce que Michel n'est pas un fardeau pour toi, de temps en temps? Un fardeau? Oui. Ah, c'est pas très joli comme... Ah justement, dis-moi ce que tu en penses par rapport à ça. Bah, j'aime pas tellement le mot fardeau. C'est pas un fardeau, c'est... De toute façon, si on prend depuis le début, quand il y a eu l'accident, bon, ben, j'ai compris tout de suite que il y a quelque chose auquel je pouvais pas échapper, quoi. Bon, ça tombait sur moi, c'était tant pis pour moi, c'était comme ça, et puis c'est tout, c'était pas autrement, et tout de suite compris que, bon, il y a un gros truc qui nous tombait sur la tête, à moi et à Michel, enfin, il y a Michel et puis à moi, et que je me suis sentie dans... C'était la guerre, quoi, voilà, une espèce de guerre... Voilà, je me suis dit, bon, ben, il va falloir se battre, quoi. Se battre. Et puis je continue à me battre, quoi, encore aujourd'hui, pour des choses différentes. Je me sens toujours en guerre, quoi. Me battre contre cette situation, bien sûr, qui est lourde, qui est pesante, qui est pas normale, qui est handicapée, qui est blessée, qui est... Ça, voilà, faut se battre, puis pour garder... une certaine tenue, une certaine dignité, je sais pas. Je pense au mot guerre et dignité, quoi, quand je pense à... Tu penses qu'il a de réels projets, c'est-à-dire des choses dans l'avenir? Non. Non. À quoi c'est dû, tu penses? Je crois que c'est à l'expérience qu'il a eue, hein, son accident, C'est quelqu'un qui a envie de vivre au jour le jour. Souvent, il le dit d'ailleurs, quand on l'interroge sur son avenir. Souvent, il répond au jour le jour. Et il se dit, on verra bien. Non, il pense pas à son avenir, Michel, je crois pas. C'est quelqu'un du présent. C'est ce qui fait son charme aussi. Hein. Ah oui. Là, on a 10 jours de tournage derrière nous. Ouais. Ta première impression? J'étais intimidé. Et à la fois que j'ai fait le tournage, j'étais moins intimidé. Qu'est-ce qui t'a surpris? Les gens ou les événements, n'importe. Au fur et à mesure du tournage, c'est mon ego qui en a pris un coup. Pourquoi il est bien développé, ton ego? Ah oui. Et tu penses que tu vas pas avoir peur de voir le film terminé? Ouais. Est-ce que parfois tu n'as pas songé à la mort? Non. Tu t'es dit, putain, dans quel état je suis? Non. Jamais.
Ah putain.